Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne nationale éducative. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Zied Benmrat, je suis professeur d'informatique au lycée Ibn Rushd Bourguiba. J'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer pour vous et avec vous cette leçon télévisée qui a été suivie et encadrée par Madame Aïcha Al-Taïf Ben Ahmed, inspectrice générale d'informatique sur la région de Bizerte. Le thème de notre leçon portera sur les algorithmes récurrents pour les élèves de la 4e année secondaire, section sciences de l'informatique, matière algorithmique et programmation. Les objectifs de cette leçon seront de rappeler les concepts de récurrence d'ordre 1, puis de bien assimiler le concept de récurrence d'ordre 2, puis de résoudre des problèmes faisant appel à la récurrence. Pour cela, à vos stylos et à vos claviers, prenez place et suivez bien. Le plan de notre séance sera comme suit. On va commencer par un rappel, puis on va découvrir la suite de tout Morse, suivi de la suite de Fibonacci et le triangle de Pascal. On va réaliser après une application, puis on va clôturer notre séance par une évaluation. On va commencer par le rappel. Soit M une matrice carrée de taille n égale à 5, remplie par des entiers positifs, comme vous voyez sur l'écran. Quel est le procédé permettant de calculer la somme de tous les entiers contenus dans cette matrice? Le procédé est itératif. Pour cela, on doit parcourir la matrice M ligne par ligne, tout en cumulant les valeurs qu'elle contient. Le parcours nécessite deux structures itératives complètes, une boucle pour parcourir les lignes et une boucle pour parcourir les colonnes. On a besoin aussi d'une variable où sera stocké le cumul. Écrivez maintenant un algorithme d'une fonction permettant de calculer cette somme. On propose la fonction suivante qui a pour nom somme et qui admet deux paramètres formels, m2.mat, mat qui est un type utilisateur défini dans le programme appelant pour définir une matrice, et n de type entier pour déterminer la taille de la matrice. La fonction somme permet de retourner la somme des entiers de la matrice, donc son type de retour est entier. Pour cela, on commence par initialiser une variable s à 0, puis on fait un double parcours des lignes et des colonnes, et à chaque itération, on cumule la variable m de ij à s. N'oublions pas, avant de quitter la fonction, d'affecter la valeur de s au nom de la fonction pour envoyer le résultat au programme appelant. Cette fonction a besoin de trois objets locaux qui sont ijs de type entier. Exécutez maintenant manuellement la séquence d'instructions suivante qui a été le corps de la fonction vue précédemment. Rappelons que l'exécution manuelle se fait instruction par instruction. Commençons par la première instruction. S reçoit 0, donc on a une variable S qui va contenir la valeur 0. Puis, on va parcourir les lignes et on va affecter I à 1. Et ensuite, on va parcourir les colonnes et on va affecter à la valeur J la valeur 1. Donc, la case courante, c'est de MM de 1, 1, qui a la valeur 10, qui va être cumulée à S. 10 plus 0, ça nous donne 10. On passe à la deuxième colonne. Donc, M de 1, 2 a la valeur 13. 13 va être cumulé à son tour à l'ancienne valeur de S. 13 plus 10, ça fait 23. Passons à la troisième colonne. Donc, l'élément courant, c'est M de 1, 3, qui a la valeur 46. 46 va être cumulé à l'ancienne valeur de S. 46 plus 23, ça nous donne 69. La ligne n'est pas encore finie. On continue avec le quatrième élément. M de 1, 4 a la valeur 20. 20 va être cumulé à l'ancienne valeur de S. 20 plus 69, ça nous donne 89. Passons maintenant au dernier élément de la première ligne. M de 1, 5 qui a la valeur 15. 15 va être cumulé à son tour à l'ancienne valeur de S. 15 plus 89, ça nous fait 104. On retourne à la première boucle pour incrémenter I et passer à la deuxième ligne et remettre J à 1. L'élément courant, c'est M de 2, 1 qui a la valeur 15. 15 va être cumulé à S. 15 plus 104, ça fait 119. Et ainsi de suite, en continuant à cumuler tous les éléments de la matrice, en fixant à chaque fois la ligne et en parcourant la colonne du début jusqu'à la fin, pour avoir une somme finale est égale à 287. Interprétez le procédé utilisé dans l'exécution manuelle. Donc, dans chaque itération,
Le contenu de M de IJ est ajouté à la variable S. N'oublions pas d'initialiser la variable S à 0. Le contenu de S dépend de la valeur précédente. Donc, c'est un traitement récurrent d'ordre 1. Retenons, un algorithme est dit récurrent s'il utilise un procédé itératif pour engendrer un résultat qui dépend de un ou de plusieurs résultats précédents. Un algorithme récurrent d'ordre n est un algorithme donnant un résultat dépendant des n résultats précédents, avec n peut-être 1, 2, 3, etc. Récapitulons, les caractéristiques d'un traitement récurrent sont tout d'abord l'initialisation, puis la relation de récurrence entre les termes. Passons maintenant à la suite de tout morse. On se propose de déterminer le procédé qui, à partir d'une chaîne binaire 0 ou 1 donnée, permet d'engendrer d'une nouvelle chaîne binaire en appliquant le principe suivant. Donc, on doit remplacer toute occurrence du caractère 0 par la chaîne 0, 1 et remplacer toute occurrence du caractère 1 par la chaîne 1, 0. Donc, en commençant par le caractère 0, voici les chaînes qui seront engendrées. Deuxième alternative, en commençant par 1, d'autres chaînes seront engendrées. Pour comprendre ce procédé de transformation, nous allons fixer une chaîne initiale, attribuer un indice à chaque chaîne construite et vérifier s'il existe une relation de récurrence entre chaque deux chaînes successives. Appliquer manuellement ce principe de transformation à la chaîne U0 égale à 1. Rappelons qu'on doit remplacer 0 par la chaîne 0,1 et 1 par la chaîne 1,0. Donc, en commençant par U0 égale à 1, on va remplacer 1 par 1,0 pour obtenir la chaîne U de 1 est égale à 1,0. Après, on va remplacer 1 par 1,0 et 0 par 0,1 pour obtenir la chaîne 1,0,0,1 qui est la chaîne U de 2. Pour U de 3, on remplace 1 par 1,0, 0 par 0,1, 0 par 0,1 et 1 par 1,0. De même pour U de 4. Donc, comment effectuer ces remplacements? Pour ce faire, utilisons une procédure prédéfinie sur les chaînes. Utilisez la procédure insert CH1 CH2P pour appliquer la transformation de U0 en U1, puis déduisez une constatation. Rappelons la syntaxe de la procédure insert qui admet trois paramètres où CH1 c'est la chaîne à insérer, CH2 c'est la chaîne où se fait l'insertion et P la position d'insertion. Donc, en commençant par U0 égale à 1, on doit insérer 0 à droite de 1 à travers l'instruction insert 0 dans U de 2 à la position 2 pour obtenir U de 1, la chaîne 1, 0. Donc la procédure insert est appliquée une fois. Utilisez maintenant la même procédure pour appliquer la transformation de U de 1 en U de 2. Donc ici on a deux caractères, 1 et 0. Pour cela, on doit insérer 0 à droite de 1 et 1 à droite de 0 pour obtenir la chaîne U de 2 est égale à 1, 0, 0, 1. Ici, on a appliqué deux fois la procédure insert. Passons maintenant au troisième terme. Ici, on a 4 caractères. Chacun des caractères 0 et 1 existe deux fois dans U de 2. Pour cela, on doit insérer 0 à droite de chaque 1 et 1 à droite de chaque 0. Pour obtenir la chaîne U de 3 est égale à 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 1, 0. Ici, la procédure insert est appliquée 4 fois. Continuons vers U de 4. Donc, ici, on a chacun des caractères 0 et 1 existe 4 fois dans U de 3. Pour cela, on va faire de même. On va insérer 0 à droite de chaque 1 et on va insérer 1 à droite de chaque 0 pour obtenir la chaîne U de 4 suivante. Ici, on a appliqué 8 fois la procédure insert. Comment procéder pour effectuer autant d'insertions que de caractères qui composent une chaîne? Découvrons ce procédé à travers de la transformation de U de 2 en U de 3. Passons maintenant à appliquer manuellement les insertions nécessaires dans U de 2. U de 2 est égal à la chaîne 1, 0, 0, 1. On doit parcourir la chaîne caractère par caractère et on doit vérifier chaque caractère pour faire les insertions nécessaires. Commençons par U de 2, 1. Est-ce qu'elle est égale à 1? Oui.
Pour cela, on doit insérer 0 dans U de 2 à la position 2. Passons maintenant au deuxième caractère significatif de U de 2, qui se trouve à la position 3. Il faut sauter le caractère qu'on vient d'insérer. U de 2, 3, est-ce qu'elle est égale à 1? Non. C'est pour cela qu'on doit insérer 1 dans U de 2 à la position 4. Le caractère suivant qui se trouve à la position 5, U de 2, 5, est-ce qu'elle est égale à 1? Non. Donc on doit insérer 1 dans U de 2 à la position 6. Passons au dernier caractère de U de 2. U de 2, 7, est-ce qu'elle est égale à 1? Oui. Pour cela, on doit insérer 0 dans U de 2 à la position 8 pour obtenir à la fin la chaîne U de 3. Quelle constatation déduisez-vous? Chaque insertion de 1 ou de 0 engendre l'incrémentation de la longueur de U de 2 de 1 caractère. Peut-on généraliser le procédé de ces insertions? Oui. Pour cela, on doit utiliser une structure itérative avec un pas égal à 2, où dans chaque itération, faire une insertion à l'aide de la procédure prédéfinie, insert CH1, CH2, P. Les transformations de U0 à U de 4 constituent-elles un traitement récurrent? Bien sûr que oui, parce qu'on a l'initialisation, dans notre cas, U0 est égal au caractère 1, puis on a parcourir toutes les chaînes et dans chaque itération, transformer la chaîne précédente en réalisant des insertions pour construire une nouvelle. C'est un traitement récurrent d'ordre 1. Donc, définition, la suite de tout morse est une suite récurrente d'ordre 1 définie comme suit. À partir d'une chaîne initiale 0 ou 1, il s'agit de remplacer toute occurrence du caractère 0 par la chaîne 0, 1 et toute occurrence du caractère 1 par la chaîne 1, 0. Passons maintenant à l'écriture algorithmique. Écrire un algorithme d'une fonction suite morse qui détermine le nème terme de la suite de tout morse à partir d'un caractère binaire donné, C, en appliquant le principe détaillé précédemment. On propose cette solution qui est une fonction qui a pour nom suite morse et qui admet deux paramètres formels, n de type entier pour déterminer le nombre de termes de la suite et c, un caractère pour déterminer U0. Cette fonction retourne la nème chaîne de la suite de tout morse, donc son type de retour est chaîne de caractères. Pour cela, on commence par initialiser une chaîne CH à C, puis parcourir tous les termes de la suite du terme 1 à n. La boucle interne sert à parcourir la chaîne en insérant à chaque fois 1 si le caractère est égal à 0, ou on insère 0 à droite si le caractère est égal à 1. Donc le parcours est un parcours total du début jusqu'à la fin, avec un pas est égal à 2. N'oublions pas, avant de quitter la fonction, d'affecter la valeur de CH au nom de la fonction pour renvoyer le résultat au programme appelant. Cette fonction admet trois variables locales, IJ les compteurs de type entier et CH de type chaîne de caractères. Dans ce qui suit, nous allons vous proposer une nouvelle solution. Peut-on obtenir chaque chaîne transformée en utilisant l'opération de concaténation? Donc, rappelons les chaînes engendrées en commençant par U0 égale à 0. Donc, pour le premier terme, il est obtenu en concaténant le caractère 0 à 1. Pour U de 2, on a la concaténation de deux chaînes. De même pour U de 3 et U de 4. Peut-on obtenir chaque chaîne transformée en fonction de la précédente? Oui. Examinons la chaîne U de 1, qui est le résultat de la concaténation de la chaîne 0 et la chaîne 1. 0 correspond à la chaîne U0, donc on peut écrire U1 en fonction de U0. U1 est égal à U0 plus 1. Pour U de 2, 0,1 correspond à la chaîne U de 1, donc U de 2 peut s'écrire sous la forme U de 1 plus 1, 0. De même pour U de 3, qui peut s'écrire en fonction de U de 2 plus 1, 0, 0, 1. Pour le quatrième terme, la première chaîne 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 correspond à U de 3, donc U de 4 égale U de 3 plus
une chaîne qui est égale 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 1, 0. Peut-on généraliser le principe de transformation de ces chaînes? Oui, pour cela, on utilise une structure itérative où dans chaque itération, chaque terme est égal à son ancienne valeur plus une chaîne CH. La chaîne CH qui diffère dans chaque terme. Comment procéder pour construire la chaîne CH? Pour cela, découvrons ce procédé à travers la transformation de U de 2 en U de 3. Donc, rappelons que U de 3 est égal à U de 2 plus CH. Développons cette écriture. U de 3 est égal à la chaîne 0, 1, 1, 0 plus la chaîne 1, 0, 0, 1. Que remarquez-vous ici? On remarque que la chaîne U de 2 et CH ont la même taille et CH n'est que la chaîne U de 2 en remplaçant chaque occurrence de 0 par 1 et chaque occurrence de 1 par 0. Donc c'est un procédé itératif. On doit tout d'abord initialiser CH à U de 2, puis parcourir CH caractère par caractère et dans chaque itération, si CH de I est égal à 0, alors CH de I devient 1. Et si CH de I est égal à 1, alors CH de I, on va lui affecter la valeur 0. Vérifions ce procédé pour les termes U de 1, U de 2 et U de 4. Donc pour U de 1, on a 0 qui est remplacé par 1. Pour U de 2, on a la chaîne CH est obtenue en remplaçant 0 par 1 et 1 par 0. Pour U de 4, CH a la même longueur que U de 3 et en remplaçant chaque caractère, on trouve la chaîne CH. Donc le procédé de construction de CH est le même pour tous les termes. Donc s'agit-il d'un traitement récurrent? Bien sûr que oui, vu qu'on a les deux caractéristiques du traitement récurrent, l'initialisation dans notre cas U de 0 égale à 0, et dans chaque itération, le terme engendré dépend toujours du terme précédent. Donc c'est un traitement récurrent d'ordre 1, vu que chaque terme n'utilise qu'un seul terme précédent. Donc passons maintenant à l'écriture algorithmique. Donc on propose cette solution qui a pour nom suite Morse et qui admet deux paramètres formels n de type entier pour déterminer le nombre de termes de la suite, c de type caractère pour déterminer le caractère initial ou la chaîne initiale. Cette fonction retourne la énième chaîne de la suite de tout Morse, donc son type de retour est chaîne de caractères. Pour cela, on va commencer par initialiser une chaîne U à C, puis on parcourt les termes de la suite de 1 à n. On affecte à une variable CH la valeur de U. La boucle interne sert à parcourir la variable CH et en remplaçant à chaque fois chaque caractère. Si CH de J égale à 0, alors CH de J devient 1. Sinon, CH de J est égal, reçoit 0. N'oublions pas de concaténer la valeur de U avec la chaîne construite pour trouver le terme suivant. N'oublions pas, après la boucle, d'affecter la valeur de I au nom de la fonction pour renvoyer le résultat au programme appelant. Cette fonction suite Morse admet 4 variables locales, IJ les compteurs de type entier et UCH de type chaîne de caractères. Passons maintenant à la suite de Fibonacci. On se propose de terminer la formule qui permet de calculer le total de couples de lapins existants à chaque saison de reproduction, sachant que on commence avec un seul couple de lapérous isolé. Les lapérous sont les petits du lapin. Puis, un couple de lapérous doit attendre 1 mois avant d'atteindre sa maturité et se mettre à procréer. Un couple d'adultes donne naissance à un couple de lapérous tous les mois. Et les lapins ne meurent jamais. Donc, commençons par la saison initiale ou le mois initial, le mois 0. On a un seul couple de lapérous, donc le total est égal à 1. Lors du premier mois, ce couple de lapérous va devenir adulte et le total est égal à 1. Dans le deuxième mois, ce couple d'adultes va engendrer un couple de lapérous. Donc, le nombre total, on aura un couple de jeunes et un couple d'adultes, le total est égal à 2.
lors du troisième mois, le premier couple d'adultes va engendrer un couple de l'apéro et le couple de l'apéro de la saison précédente va devenir adulte. Donc, on aura en tout 2 couples adultes plus un couple de jeunes. Le total est égal à 3. Lors du quatrième mois, on a 2 couples de lapins adultes qui vont engendrer chacun un couple de l'apéro. Donc, on a 2 couples de l'apéro. Et le couple de l'apéro de la saison précédente va devenir adulte. Donc, le total, on aura 3 couples d'adultes et 2 couples de jeunes. Le total est égal à 5. Lors de la 5e saison, on a 3 couples d'adultes qui vont engendrer chacun un couple de l'apéro. Donc, on aura 3 couples de jeunes. Et les 2 couples de l'apéro de la saison précédente vont devenir adultes. Donc, en total, on aura 5 couples d'adultes plus 3 couples de l'apéro. Le total sera égal à 8. Donc, quelle constatation pouvez-vous faire? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la saison 2, le total des couples de lapins de la saison 2 est obtenu en additionnant les couples de la saison 1 et la saison 0. De même pour la saison 3, 3 est égal à 2 plus 1. La saison 4 est égale à la somme des couples de la saison 3 et la saison 2. Et la saison 5 est la somme des 2 dernières saisons. Donc 5 plus 3 est égal à 8. Donc on remarque, le total des couples de lapins est égal à la somme du total des couples de lapins de la saison précédente et le total de couples de lapins de la saison avant précédente. Quelle constatation pouvez-vous faire sur le total des couples de lapins adultes de chaque saison? Donc, dans un mois, un adulte reste adulte et le lapérou devient adulte. Le total des couples de lapins adultes d'une saison est égal au total des couples de lapins de la saison précédente. Maintenant, quelle constatation pouvez-vous faire sur le total des couples de l'apéro de chaque saison? Dans un mois, un adulte engendre un couple de l'apéro. Pour cela, le total des couples de l'apéro d'une saison est égal au total des couples des lapins adultes de la saison précédente. Que constituent les valeurs du total des couples de lapins de chaque saison? Donc, on a les valeurs. C'est une suite mathématique particulière appelée suite de Fibonacci, où chaque valeur est la somme des 2 valeurs précédentes. Il s'agit d'un traitement récurrent d'ordre 2. Donc, la suite de Fibonacci est une suite récurrente d'ordre 2 définie comme suit. Donc, on initialise U0 à 1, U1 à 1, et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, U de n est obtenu en additionnant UN-1 et UN-2, où U de n est le terme d'indice n de la suite. Écrire maintenant un algorithme d'une fonction Fibo qui calcule le nème terme de la suite de Fibonacci. On propose cette solution, qui est une fonction qui a pour nom Fibo, qui admet un paramètre formel n de points entiers pour déterminer le nombre de termes de la suite de Fibonacci. Cette fonction retourne le nème terme, donc son type de retour est entier. On commence par les initialisations, U0 à 1, U1 à 1 et F à 1. Puis on parcourt les termes à partir du terme numéro 2 à n, où dans chaque itération, on calcule le nouveau terme en additionnant U0 à U1 et on affecte à U0 la valeur de U de 1 et U de 1 la valeur de f. N'oublions pas, avant de quitter la fonction, d'affecter la valeur de f au nom de la fonction pour renvoyer le résultat au programme appelant. Cette fonction admet des variables locales, i de type entier, U0, U1, les termes de la suite de type entier, et f, le terme calculé, il est de type aussi entier. Réalisons une exécution de la première itération. Voici les termes de la suite. Donc, en commençant par les initialisations, U0 reçoit 1, U1 reçoit 1. En entrant dans la boucle, f reçoit U1 plus U0. Donc, f, on va lui affecter la valeur 2. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire pour les termes? U0 va recevoir U1 et U1 va recevoir l'ancienne valeur de f. En retournant à la boucle et en calculant le nouveau terme de f,
f est égal à U0 plus U1, il va avoir la valeur 3, et ainsi de suite. Passons maintenant à découvrir le triangle de Pascal. Complétez le développement des polynômes suivants. Donc, pour a plus b est égal à 0, quelle est la réponse? C'est 1. A plus b puissance 1 est égal à 1 fois a plus 1 fois b. A plus b au carré, c'est 1 fois a carré plus 2ab plus 1 fois b carré. Pour a plus b puissance 3 est égal à 1 fois a au cube plus 3 fois a carré b plus 3ab carré plus 1 fois b au cube. Intéressons-nous aux coefficients binomiaux. Donc, l'organisation des coefficients binomiaux de cette façon constitue le triangle de Pascal. Quelle structure de données peut-on utiliser pour représenter les n lignes du triangle de Pascal? Donc, on peut utiliser une matrice carrée de taille n où les lignes et les colonnes sont indexées à partir de 0. De cette façon. Donc, que remarquez-vous? On remarque que chaque élément de la première colonne est égal à 1. Donc, tous les m de i0 reçoivent 1. On remarque aussi chaque élément de la diagonale est égal à 1. Donc, tous les m de ii reçoivent 1. Et pour chaque ligne i, chaque élément m de ij est calculé comme suit. Donc, chaque élément est la somme de l'élément qui lui est supérieur et l'élément qui lui est supérieur à gauche. Donc, m de ij reçoit m de i-1j plus m de i-1j-1. Par exemple, donc, m de 2,1 est obtenu en additionnant m de 1,0 et m de 1,1. M de 3,1, m de 3,2 est obtenu en additionnant m de 2,0 et m de 2,1. M de 3,2 est la somme de l'élément qui lui est supérieur, m de 2,2, et l'élément qui lui est supérieur à gauche, m de 2,1. Donc, le procédé de remplissage du triangle de Pascal constitue-t-il un traitement récurrent? Bien sûr que oui, parce que les deux conditions de récurrence sont satisfaites. L'initialisation du sommet du triangle m de 0, 0 est égale à 1, et dans chaque itération, la valeur d'un élément dépend des valeurs de deux éléments précédents, m de i-1j et m de i-1j-1. Donc, c'est un traitement récurrent d'ordre 2. Donc, le triangle de Pascal est une représentation des coefficients binomiaux dans un triangle. Le principe de remplissage des n premières lignes du triangle de Pascal dans une matrice M est le sommet m de 0, 0 est égal à 1, c'est l'initialisation. Puis, pour chaque ligne, le premier élément ainsi que celui relatif à l'entrée de la diagonale sont égaux à 1. Les autres éléments sont déterminés en appliquant une formule. M de ligne colonne est égal à m de ligne moins 1 colonne et m de ligne moins 1 colonne moins 1. Écrire maintenant un algorithme d'une procédure remplir qui permet de charger dans une matrice carrée M les n premières lignes du triangle de Pascal avec n compris entre 2 et 100, conformément au principe défini précédemment et à l'animation suivante. Donc rappelons qu'on commence par affecter à m de 0, 0 la valeur 1 qui correspond au sommet du triangle, puis pour le reste des lignes, la ligne 1, on affecte la valeur 1 au premier élément et on affecte la valeur 1 à l'élément d'indice 1, 1. Dans la deuxième ligne, on initialise m de 2, 0 à 1 et m de 2, 2 à 1. Puis la valeur m de 2, 1 sera calculée comme suit. Donc m de 1, 0 plus m de 1, 1 qui aura la valeur 2. De même pour la ligne 3, m de 3, 0 est égal à 1, m de 3, 3 est égal à 1. Pour le reste des valeurs, m de 3, 1 est égal à 3 en additionnant 1 et 2, et m de 3, 2 aura la valeur 3 en additionnant la valeur des éléments
M2, 1 et M2, 2, 2 plus 1 est égal à 3. Pour la quatrième ligne, on initialise le premier élément à 1 et le dernier élément à 1. Pour le reste des éléments, le même principe, en additionnant chaque élément, l'élément qui lui est supérieur et l'élément qui lui est supérieur à gauche. Donc on propose cette procédure qui a pour nom remplir, qui admet deux paramètres formels. M2.mat, mat c'est un type utilisateur déclaré dans le programme appelant qui définit une matrice et qui est passé par, la variable m est passée par variable, et n de type entier qui correspond à la taille de la matrice. On commence par l'initialisation du sommet du triangle, m de 0, 0 reçoit 1, puis on parcourt les lignes de la première ligne à la dernière. Donc pour lig de 1 à n faire, on initialise m de lig 0 à 1 et m de lig à 1 qui sert à la remplissage des éléments relatifs à la colonne d'indice 0 et à l'entrée de la diagonale. Puis on parcourt la même ligne pour col de 1 à lig-1 faire une seule règle, m de lig col reçoit m de lig-1 col plus m de lig-1 col-1 qui correspond au remplissage des éléments n'appartenant pas à la colonne d'indice 0 et à la diagonale. Cette procédure admet deux variables locales, lig et col de type entier. Donc, le résultat de l'exécution sur machine sera comme suit. Pour n égale à 4, on aura les 5 premières lignes du triangle de Pascal en allant de 0 à 4. Passons maintenant à une application. Sachant que les sommes des diagonales ascendantes du triangle de Pascal forment la suite de Fibonacci, écrire un algorithme d'une fonction qui permet d'afficher les n termes de la suite de Fibonacci à partir du triangle de Pascal, comme le montre l'exemple ci-contre. Examinez les premières lignes du triangle de Pascal organisées dans la matrice M ci-dessous, puis déduisez une constatation à propos. Les indices des valeurs du triangle de Pascal. Donc, ces valeurs constituent les éléments M de IJ tels que I varie de 0 à N et J varie toujours de 0 à I. Prenons l'exemple de la ligne 2 par exemple. Donc J passe de 0 à 2. Pour la ligne 3, J passe de 0 à 3. Donc J ne dépassera jamais I. Concernant le nombre de diagonales ascendantes, le nombre de diagonales ascendantes est égal au nombre de lignes. Par exemple, pour la ligne d'indice 0, ça lui correspond la diagonale d'indice 0. La ligne d'indice 1, ça lui correspond à la diagonale d'indice 1. La ligne 2, on a la diagonale d'indice 2. Pour la ligne 3, la ligne 4 et la ligne 5. Examinez l'animation, puis déduisez le procédé appliqué pour calculer la somme des éléments des diagonales ascendantes. Donc, en commençant par la première diagonale, donc cette diagonale constituée par un seul élément, 1, donc la somme est égale à 1. Pour la diagonale d'indice 1, elle est constituée d'un seul élément, 1, donc la somme sera 1. Pour la diagonale d'indice 2, elle est constituée par deux valeurs, 1 plus 1, la somme est égale à 2. Pour la diagonale d'indice 3, elle est constituée par deux éléments, 1 plus 2, la somme est égale à 3. Pour la quatrième diagonale, 1 plus 3 plus 1, la somme est égale à 5. Et pour la cinquième diagonale, 1 plus 4 plus 3, la somme est égale à 8. Donc comme vous voyez, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ça correspond au terme de la suite de Fibonacci. Donc c'est un procédé itératif. On a parcouru la matrice M ligne par ligne. Dans chaque itération, on a cumulé les valeurs relatives aux éléments de la diagonale ascendante pour trouver les termes de la suite de Fibonacci. Comment procéder pour cumuler les valeurs des éléments d'une diagonale ascendante? Pour cela, examinez l'animation, puis déduisez le procédé permettant d'automatiser le cumul des éléments de la diagonale ascendante de la ligne numéro 5. Donc, on se positionne sur la cinquième
ligne qui correspond à la cinquième diagonale. On a la variable S initialisée à 0 qui correspond à la somme qui va être retournée. Donc, l'élément M de 5, 0 à la valeur 1 va être cumulé à l'ancienne valeur de S, 1 plus 0, ça nous donne 1. Puis, on continue vers le deuxième élément qui constitue la diagonale ascendante qui se trouve à la ligne 4 et la diagonale 1. Donc, M de 4, 1 à la valeur 4. 4 va être cumulé à S. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, pour passer maintenant au troisième élément qui constitue la diagonale ascendante, on doit décrémenter la ligne et passer à la ligne numéro 3 et incrémenter la colonne et passer à la colonne numéro 2. Donc, l'élément, c'est M de 3, 2, qui a la valeur 3, qui va être cumulé à l'ancienne valeur de S. 3 plus 5 est égal à 8, qui va correspondre au terme de la suite. Donc, c'est un procédé itératif. Donc, on a initialisé S à 0 et J à 0 et I à 5. Dans chaque itération, S reçoit S plus M de IJ, c'est le cumul. Et pour passer d'un élément à un autre, on doit décrémenter I de 1 et incrémenter J de 1 jusqu'à arriver à la condition J strictement supérieure à I. Donc, la procédure, l'écriture algorithmique, on propose cette solution qui a pour nom somme diagonale et qui admet deux paramètres formels, M de point mat et N de point entier. M de point mat, c'est la matrice de type mat qui est un type utilisateur déclaré dans le programme appelant pour définir une matrice et N, c'est la taille de la matrice. Donc, on commence par un parcours complet des N lignes de la matrice ou les N diagonales. On initialise S à 0, I à D et J à 0. La boucle interne sert à parcourir les éléments de la diagonale ascendante tout en cumulant leur contenu par l'instruction S reçoit S plus M de IJ. N'oublions pas de décrémenter I et incrémenter J pour passer à la valeur suivante de la diagonale. Après la boucle, on doit afficher le terme ou la somme obtenue qui correspond au terme de la suite de Fibonacci. Cette procédure admet 4 variables locales, D, I, J et S de type entier. On va clôturer notre séance avec une évaluation. Commençons par la première question d'évaluation. Soit la suite U de n définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, avec U de n égale à n carré plus 3 sur n plus 1. La suite U de n est-elle définie par récurrence? La réponse, c'est non. Justifiez votre réponse. On ne connaît pas son premier terme, donc ici, on a l'absence de l'initialisation. Et le terme général n'est pas écrit en fonction des termes précédents. Donc, les deux conditions de récurrence ne sont pas satisfaites. Passons à la deuxième question d'évaluation. Soit la suite U de n définie pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 2, avec U de 0 est égal à 1, U de 1 est égal à 1, et U de n est égal à 2un moins 1 plus un moins 2, pour tout n supérieur ou égal à 2. Un est une suite récurrente de quel ordre? Très bien, d'ordre 2. Pourquoi? Parce qu'on a calculé U de n en fonction de deux termes précédents. Passons maintenant à la troisième question d'évaluation. Déplacez la définition de chaque suite au-dessous de la séquence d'instructions correspondante. Donc, commençons par la première définition. On a U0 est égal à 0, donc on a ici l'initialisation à 0. Puis U de n plus 1 est égal à Un plus 2 fois n, c'est-à-dire 2 fois son ordre, pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, cette définition va correspondre à la suite d'instructions numéro 2, où on a l'initialisation de U à 0, puis le parcours de 2 à n, où chaque terme U reçoit U plus 2 fois son ordre I. Pour la deuxième définition, on a U0 égale à 0, et on a un test de parité de l'ordre de la suite. Donc, ça va correspondre à l'instruction, à la suite d'instructions numéro 3, où on a un test de parité. Si I mod 2 égale à 0, alors le traitement, c'est U reçoit U plus 1, sinon U reçoit U plus 3.
pour la dernière définition. On a U0 reçoit 1 à l'initialisation et U de n est obtenu en multipliant l'ancienne valeur, le terme précédent, fois 2. Passons maintenant à la quatrième question. Cochez la matrice dont les éléments colorés en bleu sont cumulés par la séquence d'instructions ci-contre, qui représente un double parcours de la matrice en cumulant tous ces éléments. Donc on commence par S reçoit 0, puis on parcourt toutes les lignes à partir de 1 à n, puis les colonnes de 1 à i. Donc on arrive toujours à l'élément M2 II qui se trouve sur la première diagonale. Donc la matrice correspondante, c'est la deuxième. Cinquièmement, complétez la séquence d'instructions ci-dessous par les éléments de la liste pour cumuler les valeurs des éléments colorés en bleu de la matrice M. S reçoit 0, on doit parcourir les lignes de 1 jusqu'à n, faire, et les colonnes, on commence toujours par la deuxième diagonale, n ou j, on lui affecte n-i plus 1, à la fin de la ligne, à n. Sixièmement, cochez la condition à compléter dans la séquence ci-dessous pour cumuler la somme des éléments colorés en bleu dans la matrice M. Donc, on doit calculer la somme des valeurs constituant la lettre U. Donc, cumulant les éléments de la première colonne et la dernière ligne et la dernière colonne. Donc, la condition, c'est J égale à 1 ou J égale à N ou I égale à N. Pour la lettre T maintenant, donc, la condition, c'est la première ligne et la colonne médiane. Donc la première ligne, c'est-à-dire I égale à 1, et pour la colonne, J est égal à N div 2 plus 1. Passons à la question 8. Donc, cochez la condition à compléter dans la séquence ci-dessous pour cumuler les sommes des éléments colorés en bleu dans la matrice M. Ici, on a la somme des éléments formant la lettre N, on a la première colonne, la dernière colonne et la première diagonale. La condition est J égale à 1, J égale à N ou I égale à J. Passons à la dernière question d'évaluation. Cochez la condition à compléter dans la séquence ci-dessous pour cumuler les sommes des éléments colorés en bleu dans la matrice M qui forme la lettre Z. Donc, pour cette représentation, on a la condition va porter sur la première ligne, I égale à 1, la dernière ligne, I égale à N, et la deuxième diagonale, J égale à N moins I plus 1. Pour cela, la condition est I égale à 1 ou I égale à N ou J égale à N moins I plus 1. On vient d'arriver à la fin de notre séance. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage et bonne chance pour la suite de vos examens. Votre réussite, c'est la nôtre et votre succès, c'est notre fierté. Au revoir.